Nous voici à présent à Saint-Usage, en Bourgogne. Ce village de 1300 habitants, situé à 45 km de Dijon, est accolé à la Saône. La rivière est devenue, au fil du temps, son poumon économique. C'est une petite commune qui auparavant était surtout dédiée à l'agriculture et qui aujourd'hui s'est tournée vers le tourisme fluvial. C'est le premier port terrestre intérieur de France. Le 18 juin 2004, au petit matin, le soleil se lève sur le port et une belle journée débute. Pourtant, à quelques kilomètres de là, Roger et sa femme s'inquiètent pour leur fils Grégory, 22 ans. Ils ne l'ont pas vu depuis la veille. L'après-midi, il dit tiens, je vais voir le match de foot avec mes copains. Et puis bon à ce soir, il nous a dit. Et puis après, il n'est pas rentré le soir. On a dit il a peut-être couché chez ses copains, quoi. Pour en avoir le cœur net, les parents de Grégory appellent ses amis. Il leur indique que celui-ci est parti avec sa voiture après le match, aux alentours de 22h30, et qu'ils n'ont rien remarqué d'étrange. Grégory est majeur et indépendant. Roger et sa femme ne s'alarment pas. Mais les jours passent et Grégory ne réapparaît toujours pas. Il y a plusieurs éléments qui font douter les parents. Notamment, il y a la fête des pères. Grégory est attaché à son père et ne l'aurait pas manqué. Et puis, il y a sa grande sœur qui repart à Paris. Et il aurait bien voulu lui dire au revoir. Il avait promis qu'il serait là quand elle partirait. Or, il n'est pas là, ni pour la fête des pères, ni pour le départ de sa grande sœur. Le 22 juin 2004, après 5 jours sans nouvelles de son fils, la mère de Grégory se rend à la gendarmerie de Saint-Jean-de-Laune pour faire part de son inquiétude. Ma femme, elle a dit à la gendarmerie, on a tous ces papiers chez nous, il ne doit pas être bien loin, quoi. Car Grégory a laissé son portefeuille, mais aussi son portable chez ses parents. Ils imaginent donc mal qu'il soit parti en voyage, d'autant plus qu'il n'était pas habillé pour ce genre d'expédition. Il avait un t-shirt, il avait un pantalon, un jean, et puis des chaussures, des baskets. Il avait presque rien sur lui. Les gendarmes prennent la décision de diffuser le signalement du jeune homme à tous les services de police et de gendarmerie de la région, ainsi qu'aux hôpitaux. Mais où est passé Grégory? Ce jeune homme a-t-il décidé de partir sans prévenir sa famille? Ou la réalité est-elle hélas beaucoup plus dramatique? À la gendarmerie de Saint-Jean-de-Laune, 5 jours après la disparition de Grégory, les enquêteurs reçoivent un appel, pour le moins inquiétant. C'est un marinier qui leur téléphone parce qu'il trouve étrange qu'une voiture soit stationnée depuis plusieurs jours le long du canal et elle n'a pas bougé. Le signalement de la voiture, son immatriculation, correspondent parfaitement à celle de Grégory. Le modèle et la plaque d'immatriculation coïncident. Il s'agit bien de la voiture de Grégory. Immédiatement, les gendarmes se rendent sur place pour effectuer les premières constatations. Le véhicule ne porte pas de traces, par exemple de balles, de traces de sang, de traces d'agression, mais leur attention est attirée par le fait que, effectivement, une banquette arrière est rabattue, les clés de contact ont disparu, le coffre arrière est ouvert, ce qui conduit les enquêteurs à être renforcés dans la suspicion d'une disparition inquiétante. Le sort réservé au véhicule de Grégory ne présage rien de bon. Les gendarmes interrogent ses proches pour en apprendre davantage sur la personnalité de ce jeune homme de 22 ans. Originaire de Saint-Usage, en Côte-d'Or, Grégory a vécu une enfance heureuse, entouré de ses parents et de sa sœur.
Grégory, il était bien avec nous. Il était bon vivant. Il allait vers sa mère, il la prenait par le cou, il l'embrassait. Ah non, mais là-dessus, il était génial, quoi. Je le considérais un petit peu comme mon fils, c'est du fait que je l'ai connu, il avait 3 ans à peu près. Hein. Il aimait bien rigoler, il aimait bien vivre. Mais derrière ce sourire de façade, Grégory cache une grande fragilité. Il avait un peu une déformation de la jambe. Alors ça fait qu'il boitillait un petit peu. C'est pour ça que quand il a voulu faire du sport, il ne pouvait pas être sur le terrain. Alors ses jeunes camarades, tout ça, il l'appelait le boiteux ou le canard boiteux. Les enquêteurs envisagent que Grégory, mal dans sa peau, ait pu mettre fin à ses jours. Une équipe de plongeurs est donc déployée afin de sonder la Saône sur près de 5 km. Nous, on n'y croyait pas. Ah non, non, il n'avait pas l'intention de se suicider, il aimait la vie. Il aimait trop la vie. Ouais. Effectivement, les recherches ne donnent rien. Grégory demeure introuvable. La thèse de la fugue est alors évoquée. La fugue, on n'y a pas cru du tout avec ma femme parce que, non, je vous dis, quand il partait pour 2 jours, un truc comme ça, il savait qu'il partait, il emmenait tout le temps son bull terrier avec lui. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, il l'emmenait avec lui. Les gendarmes émettent une autre hypothèse, celle d'un règlement de compte, car Grégory est connu des services de police pour des délits liés au cannabis. 2 mois avant sa disparition, il a d'ailleurs été condamné pour avoir extorqué avec violence des stupéfiants à un autre jeune. Mais il voulait sortir de cette petite délinquance. Grégory, bon, il a eu cette période de petite délinquance de sa vie. Il était en phase en disant, bon, c'est bon, il faut que je tourne la page, il faut que je trouve un boulot, il faut que je me trouve une femme, il faut que je me trouve un foyer. Il était dans une phase évolutive. Mais on ne chasse pas la méchanceté de soi ou le mal de soi du jour au lendemain. La disparition de Grégory a-t-elle un lien avec son passé? Pourquoi sa voiture a-t-elle été abandonnée sur les bords de la Saône? Et surtout, le jeune homme de 22 ans est-il toujours en vie? À la gendarmerie de Saint-Jean-de-Laune, les enquêteurs s'intéressent de plus près au passé délinquant de Grégory. Ils interrogent son père, qui évoque un événement troublant survenu 6 mois plus tôt. Il était à la maison, et puis il dit je pars, je reviens tout de suite. En effet, il est parti peut-être un quart d'heure, un truc comme ça. Et puis, il revient, il était tout en sang. La tête était tout en sang. Alors on a appelé les pompiers de Saint-Jean-de-Laune. Les pompiers de Saint-Jean-de-Laune, ils sont venus, et puis ils l'ont emmené à l'hôpital. Grégory a visiblement subi un passage à tabac. Mais interrogé à l'époque par les forces de l'ordre, le jeune homme refuse de révéler les circonstances de cette agression. Même les gendarmes qui sont venus pour l'interroger, il n'a jamais dit quoi que ce soit, ce qui s'était passé. Pour les enquêteurs, cette anecdote renforce l'hypothèse du règlement de compte, d'autant plus qu'un autre témoignage les dirige sur cette piste. L'une de ses petites amies, une copine, révèle aux gendarmes que Grégory a déjà reçu des menaces de mort, sans doute de la part de gens avec lesquels il trafiquait un peu de cannabis. Mais les recherches n'aboutissent pas. Et en octobre 2004, 3 mois après la disparition de Grégory, une information judiciaire pour disparition inquiétante est ouverte. L'enquête est alors confiée à la brigade de gendarmerie de Dijon, qui met tout en œuvre pour tenter de trouver de nouveaux éléments. Les gendarmes de la section de recherche de Dijon vont s'engager dans un travail colossal. À partir de l'endroit géographique où se trouve la voiture, ils localisent 500 appels qui ont été émis, 500 appels téléphoniques à partir de portables. Ces 500 appels, ils vont les étudier un par un. Les enquêteurs dijonnais entendent chacun des interlocuteurs téléphoniques, sans succès. Personne n'a vu Grégory ce soir-là.
Les forces de l'ordre décident donc de réinterroger les amis de Grégory avec lesquels il se trouvait le soir de sa disparition. Tous restent sur leur première version, mais les gendarmes sont suspicieux. En entendant les amis, un gendarme qui remarque quand même que l'un d'eux, qui se prénomme Denis, a le regard très fuyant, il a l'air gêné, il a l'air embêté. Ça intrigue le gendarme. Ils ont le sentiment que Denis, l'ami chez qui s'est passée la soirée, ne leur a pas tout dit. Et ce qui les ont conduits à mettre en place ce qu'on appelle des écoutes téléphoniques qui ont permis d'établir que cette personne avait pu avoir mené quelques petits délits ou quelques trafics avec Grégory. Au vu de ces nouveaux éléments, les gendarmes placent en garde à vue les amis de Grégory. Et au bout de 30 heures d'audition, Denis finit par craquer. Denis dit aux enquêteurs que Grégory ne rentre pas chez lui, qu'il va effectivement se rendre dans un bungalow auprès de la Saône pour y commettre un cambriolage. Cette histoire a-t-elle un lien avec la disparition de Grégory? Le cambriolage aurait-il mal tourné? Et surtout, ce nouvel élément permettra-t-il aux gendarmes de retrouver la trace du natif de Saint-Usage? À la gendarmerie de Dijon, Denis en dit un peu plus sur les intentions de son ami. Grégory a quitté la soirée équipé d'une cagoule et d'un tournevis. Ils ont appris que Grégory avait indiqué à ces personnes qu'il avait commis un cambriolage et qu'il souhaitait revenir sur les lieux de ce cambriolage pour s'emparer d'autres objets. Et, élément intéressant, ils ont expliqué qu'il avait repoussé la banquette arrière de la voiture à son départ. Or, quand on a retrouvé la voiture au bord de la Saône, justement, la banquette arrière du véhicule avait été abaissée. Les propos de Denis semblent donc crédibles. Grégory aurait-il été stoppé dans son entreprise? Pour les gendarmes, il faut à tout prix retrouver l'endroit où le jeune homme s'est rendu pour commettre son méfait. Première chose qu'ils font, ils reprennent les plaintes pour des cambriolages. Et ils s'aperçoivent que le 17, à 22h33, très exactement, un certain Michel, un Dijonnais, a appelé pour signaler qu'il y avait un vol chez lui, un cambriolage chez lui, mais les gendarmes ne disposaient pas de patrouille et lui ont conseillé d'aller déposer plainte le lendemain. Le matin, l'homme de 58 ans se rend bien à la gendarmerie pour déposer plainte. Mais il ne fait état que de dégradations mineures et n'évoque plus les objets dérobés. Et ce n'est pas tout. Michel, quand les gendarmes l'ont contacté, comme les 500 personnes qu'ils ont contactées une par une, n'avait rien dit sur le cambriolage, n'avait rien évoqué sur ce qui s'était passé un peu auparavant chez lui. C'est un petit détail qui a rajouté aux interrogations des gendarmes. Fort de ses soupçons contre Michel, les gendarmes entreprennent des fouilles autour de son ancien bungalow. Mais aucune trace de Grégory. Les enquêteurs décident de s'intéresser de plus près à l'histoire de ce retraité de 58 ans qui vit à Dijon. Michel, c'est pas n'importe qui. Michel, c'est un ancien policier à la retraite, un type qui a fait une carrière exemplaire, qui a fini sa carrière brigadier-chef. Il dirigeait une unité, un policier qui avait du discernement, un bon jugement, et un type qui n'a jamais fait parler de lui, sinon en bien dans son travail. Depuis qu'il est à la retraite, l'homme passe beaucoup de temps à Saint-Usage. Il est même devenu président du club de chasse de la commune. C'était un passionné de chasse, donc qui avait fait un choix d'avoir un chalet en résidence secondaire au bord du canal à Saint-Usage. Pourtant, un mois seulement après la disparition de Grégory, Michel revend son bungalow alors qu'il en était le propriétaire depuis 10 ans. L'étau se resserre sur ce quinquagénaire. Les enquêteurs dijonnais le placent sur écoute.
Les gendarmes choisissent de ne pas voir tout de suite Michel. Ils vont voir sa femme, ils essayent de lui tirer les verres du nez, de discuter avec elle. Ils lui font part de leurs soupçons. Et sur les écoutes, ils entendent que Michel, apprenant que les gendarmes ont des soupçons, sa femme lui en parle bien sûr, eh bien, il s'enferme dans son garage avec un fusil et on craint le pire. Face au danger potentiel qu'il représente, les gendarmes ne tardent pas à réagir. Le lendemain, le 25 septembre 2005, soit 15 mois après la disparition de Grégory, ils se rendent chez le père de famille de 58 ans, à la recherche d'indices. Ils vont effectuer une perquisition au domicile de Michel. Ils vont retrouver effectivement des armes, ce qui est normal puisque c'est un chasseur. Ils vont être intrigués par la présence de sang, mais on verra par la suite que c'est en fait du sang de gibier et non pas du sang humain. Si la perquisition ne donne donc rien, les gendarmes placent Michel en garde à vue pour essayer de le faire parler. Que va révéler ce quinquagénaire aux enquêteurs? A-t-il surpris Grégory sur sa propriété le soir du 17 juin 2004? Le cambriolage a-t-il mal tourné? Et surtout, où se trouve à présent Grégory, ce jeune homme de 22 ans? À la gendarmerie de Dijon, 15 mois après la disparition de Grégory, Michel, placé en garde à vue, est interrogé par les enquêteurs, mais le retraité nie avoir un lien avec la disparition du jeune homme. Les gendarmes changent donc de tactique. Une à une, ils vont reprendre les contradictions de Michel. Alors ces contradictions, mais aussi ces non-dits, qui peuvent passer pour des mensonges par omission. Une à une, ils reprennent toutes ces contradictions, et Michel va finir par craquer. Le quinquagénaire explique que le soir du 17 juin 2004, vers 22 h, il reçoit un appel d'une habitante de Saint-Usage. Elle lui signale que des dégradations ont été commises dans son bungalow. Il est déjà, Michel, victime d'un premier cambriolage. Il l'apprend par téléphone. Inquiet de cela, avec son épouse, Michel se rend effectivement à Saint-Usage pour prévenir éventuellement un deuxième cambriolage. Après 45 minutes de voiture, le couple arrive sur les lieux et Michel fait le tour de sa propriété. Il constate que son grillage a effectivement été découpé. Il alerte les gendarmes qui n'ont pas de patrouille disponible, donc il s'empare de son fusil qui est dans son coffre. Sa femme ne le voit pas le faire. Et il se dit, si jamais quelqu'un revient, je suis armé, je peux me défendre. Sa femme, elle, préfère rejoindre leur domicile de Dijon. À 2 h du matin, suspectant un retour des cambrioleurs, l'ancien policier sort de son bungalow et se cache dans l'obscurité. Il dit se positionner dans un fourré, armé de son fusil, et il voit quelqu'un pénétrer dans sa propriété. Il se lève, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» L'autre personne fait demi-tour, commence à courir. Il tire. Le retraité déclare aux gendarmes avoir voulu viser les jambes pour arrêter le fuyard. Mais en s'approchant du corps allongé, il doit se rendre à l'évidence. Grégory est bien mort. Lui, le policier exemplaire, le policier plein de sang-froid, eh bien Michel, il panique. C'est ce qu'il explique aux gendarmes, du moins. Il panique. Il prend une bâche bleue, il le précise bien, il y met le corps de Grégory. Le corps de Grégory, il le charge dans la voiture de Grégory, dont le siège arrière est baissé. Il emmène le corps dans une décharge sauvage et il abandonne la voiture le long du canal et il rentre à pied chez lui. Le quinquagénaire a pris soin d'effacer ses empreintes. Dès le lendemain, le 26 octobre 2005, les gendarmes se rendent à la déchetterie pour tenter de retrouver le corps de Grégory. Et sur les indications de Michel, ils découvrent des ossements dans une bâche bleue. Ils vont faire des analyses de recherche génétique et qui vont établir que ces ossements sont bien ceux de Grégory.
Après 15 mois d'enquête, les gendarmes sont enfin parvenus à éclaircir les circonstances de la disparition de Grégory. Pour ses proches, le choc est évidemment terrible. C'était dur parce que, vous savez, quand vous avez des disparitions, ils disent « Ah, il va revenir », on pense tout le temps qu'il va revenir. Mais malheureusement, il n'est jamais revenu. Je ne comprends pas, Michel, comment il a fait pour dormir pendant 1 an, toutes les nuits, en sachant qu'il a tué un gosse. Et puis donc, qu'il l'a abandonné dans une déchetterie. C'est inhumain. Les forces de l'ordre doivent maintenant découvrir si Michel a tué Grégory par accident, comme il l'affirme. Les analyses balistiques sont claires, l'ancien policier aurait tiré à une distance de 20 à 30 mètres sur Grégory. Quant au rapport d'autopsie qui vient d'arriver sur le bureau des enquêteurs, il est sans appel. Mais ce qui était intéressant dans ce que découvre le médecin légiste, c'est qu'il apporte une contradiction à ce que Michel avait pu dire au départ. C'est que la gerbe de plomb de chevrotine qui a atteint la victime l'a atteinte au niveau du cou et de l'arrière du crâne. Et non pas du tout au niveau des jambes comme le prétendait Michel. Or, c'est à mon sens un élément d'intention homicide. Pour les gendarmes, la thèse de l'accident est donc peu crédible. D'autant plus que Michel, chasseur et ancien policier, est habitué à tirer. Au vu de ces éléments, l'homme de 58 ans est mis en examen pour homicide volontaire. Alors Michel a-t-il délibérément donné la mort à Grégory? Le procès à venir permettra-t-il à la famille de la victime d'obtenir des réponses? Et quelle sera au final la sentence des jurés? Le 17 novembre 2007, 3 ans après la mort de Grégory, le procès de Michel s'ouvre devant la cour d'assises de Dijon. L'émotion est à son comble. Personne ne comprend comment ce retraité sans histoire a pu ainsi abattre un jeune homme en fuite. Tout l'enjeu du procès va être de savoir si il a volontairement ou pas voulu donner la mort. C'est-à-dire, est-ce que il a voulu tuer Grégory, ou est-ce que, voulant l'effrayer, lui faire peur, c'est par accident qu'il lui a tiré dessus. Mais seul Michel est encore là pour donner sa version des faits. Et à l'inverse de Grégory, cet homme de 58 ans a pour lui un profil exemplaire. Là, il y a 2 personnalités qui vont s'opposer, diamétralement opposées. Le retraité de la police, sage, plein de sang-froid, bien noté, sans histoire, et le petit jeune, un peu délinquant, bagarreur, qui a déjà fait parler de lui, 2 personnalités complètement différentes. Pour sa défense, Michel explique avoir agi de façon impulsive. Michel va maintenir devant les jurés, les magistrats de la cour d'assises, la version qu'il a donnée aux gendarmes, c'est-à-dire qu'il a perdu son sang-froid, il a paniqué. Il dit même qu'il n'avait pas l'intention de tuer Grégory, à tel point que s'il l'avait que blessé, ce qu'il pensait avoir fait, il lui aurait porté secours. Mais pour la partie civile, il ne faut pas oublier que Michel est un expert en armes à feu. Lorsque on est chasseur, ancien policier, et qu'on tire à une distance de 20 mètres sur un autre individu, et qu'on l'atteint à la tête, c'est pas un mouvement de panique. Et qu'ensuite, quand on prend le temps de le mettre dans une bâche, le mettre dans une voiture et le cacher dans une décharge publique, c'est pas un mouvement de panique. Au bout de 3 jours, le verdict tombe. Michel est condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La qualification en homicide n'a pas été retenue. Pour les proches de Grégory, cette décision de justice est très mal vécue. Le verdict, on l'a pris mal parce que, vu ce qu'il a eu, vu ce qu'il avait fait, cacher le corps comme il a fait, et puis prendre 8 ans,
Alors, pour moi, il n'a rien eu. Pour faire ce qu'il a fait, c'est rien. C'est rien. À Saint-Usage, le décès de Grégory, 22 ans, a marqué les esprits. Sa famille a été anéantie par le drame. Et il y a 1 an, le père du jeune homme a dû faire face à un nouveau décès. Depuis qu'on a su qu'il avait disparu, tout ça, bon ben elle a tombé malade, ma femme, elle s'en est pas remise, quoi. Ben aujourd'hui, moi je suis tout seul. Allez. C'est dur.